Alors nous repartons sur un projet qui nous vient d'Alsace, le projet In Situ, un mode de professionnalisation avec Julie Dubati qui est cadre de santé formateur à l'IFSI de l'EPSAN de Brumat. Et Julie a participé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au film Parcours d'une infirmière que nous avons réalisé juste avant le Covid en 2020 et qui a été diffusé lors des Journées nationales de La Rochelle en distanciel. Et donc elle est accompagnée par Nassim Seric et Kinza Batrounier, j'espère que je ne vous ai pas trop écorché vos prénoms, voilà, qui sont infirmiers à l'EPSAN, qui avaient vécu le projet donc In Situ, et en tant qu'étudiants, et qui exercent maintenant depuis 1 an en tant que professionnels. Donc cette expérimentation fait référence aux piliers au niveau de l'OMS de l'employabilité et vient renforcer l'attractivité et la professionnalisation. La parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous venons de l'Alsace effectivement pour vous présenter ce projet In Situ comme un mode de professionnalisation. Donc, au niveau du sommaire, on va vous présenter les objectifs généraux et pédagogiques, comment ça se passe ce projet In Situ, les bénéfices pour les étudiants, pour les différents partenaires, les défis, en quoi ça contribue à la transformation professionnelle, et puis on terminera par une conclusion. Alors ce projet, au niveau de la genèse, il a pris forme en 2019 lors d'un échange franco-allemand. Donc des formateurs allemands sont venus au sein de l'Institut de formation et nous ont parlé d'un projet qu'ils menaient au sein de leur institut, à savoir une mise en stage des étudiants avec un truc en plus, c'est les mettre en autonomie dans la prise en charge des patients dans un secteur de soins. Je vais définir un petit peu ce que je mets derrière autonomie. Autonomie, c'est-à-dire que les étudiants constituent une équipe et prennent en charge les patients dans leur globalité. Les soignants sont là, mais se mettent en retrait, sont à disposition si besoin, mais ce sont les étudiants qui sont en autonomie sur la prise en charge sur un secteur et sur un poste de travail, donc matin ou après-midi. Donc quand ces 2 formateurs nous ont parlé de ça, ça a un petit peu mûri dans notre tête et l'équipe pédagogique ainsi que la directrice de l'Institut, on a décidé de mettre en place ce projet au sein de l'établissement support. Donc, nous sommes dans un établissement de santé mentale, un institut de formation et au sein d'un établissement psychiatrique, puisque en Allemagne, par contre, c'était un établissement de soins généraux, mais on a transposé ça au sein de notre établissement. Donc, en 2019, on s'est dit pourquoi pas le faire chez nous, mais en sélectionnant les étudiants de 3e année, en stage de semestre 6, qui est le stage vraiment pré-professionnalisant. Alors, c'est un projet qui ne se fait pas tout seul. En tout cas, ce n'est pas juste l'Institut de formation qui était partie prenante, mais aussi la direction des soins de l'établissement, qui, eux, y voyaient un moyen, finalement, de recruter. On a beaucoup parlé d'attractivité, de fidélisation des professionnels. Ce projet, il est vraiment là pour ça, en tout cas de la part de la direction des soins. Il fallait leur aval puisque les cadres de santé des unités concernées, les équipes de soins aussi, étaient grandement concernées. L'équipe pédagogique, bien évidemment, puisque nous sommes 4 formateurs de l'équipe pédagogique à participer à ce projet. Donc, le projet In Situ, genèse en 2019, et la première mise en stage a eu lieu en mars 2020 dans un service d'unité de gérontopsychiatrie au sein de l'EPSAN, avec 4 étudiants pour débuter. Donc, ces étudiants ont été mis en stage dans cette unité pendant une période, on va revenir après, pendant une période de 10 semaines, et ont bénéficié du projet au milieu de leur stage. Donc, pendant les 5 premières semaines, les étudiants sont en stage comme d'autres étudiants, c'est-à-dire ils sont encadrés, ils bénéficient d'un planning, d'un encadrement de proximité, mais avec quand même très ciblé sur les différents postes de travail qui sont en l'unité de gérontopsychiatrie. Et la 6e semaine, ils sont mis en autonomie, c'est-à-dire que les 4 étudiants forment une équipe de matin, généralement c'est le matin, du lundi au jeudi. Ils sont tous les 4 en autonomie sur la prise en charge des patients de l'unité. Donc il y a, je crois, 26 patients à l'UGPI.
C'est-à-dire que les 4 étudiants arrivent à 6h30, s'organisent entre eux, qui fait quoi. Alors généralement c'est quand même assez bien structuré et Nassim et Kinza vous en parleront tout à l'heure dans le retour d'expérience. Les professionnels de terrain, eux, ils sont en retrait, ils sont bien là, mais ils sont en retrait et à disposition des étudiants si besoin ou s'ils voient qu'il y a une urgence ou quoi que ce soit. Donc, au départ, on avait une seule unité, 4 étudiants, et puis aujourd'hui, là, depuis 2 ans, on a, même 3 ans, c'est la 3e année, on a 2 unités de gérontopsychiatrie qui sont partenaires avec nous, et on a 8 étudiants qui peuvent bénéficier du projet In Situ chaque année. Donc, étudiants de 3e année sur le stage de S6, dans 2 unités de gérontopsychiatrie, 4 étudiants dans une, 4 étudiants dans l'autre. Alors les objectifs pédagogiques, puisque pour l'équipe pédagogique, alors c'était une manière aussi de dynamiser un petit peu et de remettre du lien aussi avec les professionnels de terrain, parce que souvent on a quand même tendance à scinder, il y a l'IFSI d'un côté et puis il y a le terrain de l'autre. Là c'était vraiment retourner sur le terrain, puisque en tant que référent du projet, on va au contact des étudiants à la fin de leur poste pour faire le bilan un petit peu de la matinée, comment ça s'est passé. Donc il y a eu un gros travail de coordination en amont avec les équipes de soins, avec le cadre de l'unité bien évidemment, et avec la direction des soins. Donc c'était aussi peut-être un petit peu remettre du lien entre les différents partenaires au service des apprenants. Donc, les objectifs pédagogiques du projet, c'était transférer ces apprentissages en situation professionnelle dans un environnement réel de travail en autonomie, puisqu'on sait que les étudiants en stage, certes, quand on dit « travail en autonomie », qu'est-ce qu'on met un petit peu derrière? C'est « ok, aujourd'hui tu gères ton secteur de soins, l'infirmière reste un petit peu à côté, le téléphone sonne, bah attends je vais répondre, attends il faut gérer ça avec le médecin, je m'en occupe, finis ta tournée ». C'est un petit peu comme ça l'encadrement que ça se passe. Sauf que demain, les professionnels, eux en tant que professionnels, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est je gère mon secteur, je gère les patients et je gère aussi toutes les tâches indirectes qui incombent à mes missions sur ma matinée ou sur mon poste de travail. Donc, l'objectif aussi pour les étudiants, c'était d'identifier leurs ressources et d'éventuelles difficultés dans la gestion en autonomie d'une unité de soins, au niveau de l'organisation, de la planification et de la réalisation des tâches directes et indirectes. Puisque quand ils sont en autonomie réelle, ils doivent vraiment faire le point, et c'est ce pourquoi nous, on intervient aussi au débriefing après chaque poste sur la semaine in situ. C'est OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, pourquoi, on essaie de fixer des objectifs, et souvent est-ce que c'est la priorisation, est-ce que c'est l'organisation, qu'est-ce qui a péché et qu'est-ce qui a fait que le soin ne s'est pas déroulé comme l'étudiant l'aurait souhaité. Ensuite, on a mesuré la responsabilité dans les différentes missions infirmières, ça rejoint un petit peu ce que je disais, l'étudiant, tant qu'il n'a pas expérimenté la prise en charge globale des patients dans une unité de soins, il mesure, même s'il sait qu'il va prendre des responsabilités en tant qu'IDE, mais il n'arrive pas vraiment à mesurer à quel point les responsabilités sont importantes. Donc ce projet, il met vraiment en lumière toutes les responsabilités qui leur incombent et qui, en S6, ils sont diplômés généralement 2 mois après, donc c'est vraiment au plus près de la prise de poste. Et puis affiner la construction de leur identité et de leur posture professionnelle, mais je pense que Nassim et Kinza vous en parleront mieux que moi. Alors, il y avait un point de vigilance qu'on a mis assez rapidement au point avec les professionnels de proximité. Ça devait être le projet doit être une plus-value en termes d'apprentissage pour l'étudiant et ça ne doit pas valider ou invalider le stage. C'est-à-dire que s'il y a des zones d'ombre un petit peu durant la semaine in situ, ça doit être justement pouvoir rebondir pour l'étudiant pour pouvoir encore, à la fin du stage, pouvoir rectifier un petit peu les différents points sur lesquels il est en difficulté. Ça ne doit pas le mettre en échec, ça ne doit pas être pour lui quelque chose de pénalisant. C'est vraiment une semaine à part. Alors quelquefois, les étudiants ont peut-être un peu de mal aussi à revenir dans leur statut d'étudiant lambda après le projet in situ, mais l'équipe a aussi un autre regard sur eux et je pense que ça les aide aussi finalement à continuer à construire cette identité professionnelle et à continuer à travailler en autonomie. Il y a une confiance qui se crée autre que sur un stage habituel de semestre 6. Je vais passer la parole à Nassim. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Serij Nassim et l'année dernière, j'ai participé à ce projet
sur sa version 2024. Donc j'étais étudiant en 3e année et je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Donc j'avais entendu parler de ce projet lors de ma 2e année. Et donc c'est un projet qui se disait novateur et un projet d'encadrement nouveau pour nous. Donc c'est pour cela en fait j'avais un projet d'intégrer un service de psychiatrie. Donc l'IFSI faisait une collaboration avec l'hôpital qui est psychiatrique pour ce projet. Donc c'est tout naturellement que j'ai postulé pour intégrer ce projet. Donc j'ai eu la chance d'être pris dans ce projet. Ensuite, donc en fait, dans la présentation, on nous disait en fait que les retours des professionnels, des différentes promos qui nous précédaient, nous disaient en fait que la transition entre la posture d'étudiant et la prise de fonction en tant que professionnel, elle était vraiment difficile parce qu'il y a tout le poids des responsabilités nouvelles qui vont venir et ils n'étaient pas tout à fait préparés à ça. Et du coup, ce projet promettait en fait une transition un peu douce entre la posture d'étudiant et la prise de fonction en tant qu'infirmier. Donc, notre stage, en fait, on l'a commencé le mois de février 2024 et s'est déroulé en fait sur 10 semaines avec un encadrement qui pour moi était exceptionnel. En fait, on avait 5 semaines, sur les 10 semaines, on avait 5 semaines de préparation. Et en amont, en fait, on a eu une réunion entre les formateurs, les cadres du service et aussi nous, les étudiants. On était 7 qui étaient répartis sur 2 services. Donc, on a eu un temps privilégié, on a eu les plannings en avance, on a pu poser toutes les questions et les cadres formateurs nous ont présenté leur service. Et ça nous a rassurés. Ensuite, on a eu un deuxième temps d'accueil, c'était le jour du commencement du stage. Ensuite, on a eu 5 semaines de préparation où on a été fixé sur les différents postes au sein de la psychiatrie. Donc ça a permis un peu une montée un peu en compétences et de se familiariser avec les différents postes. Ensuite, on a eu une semaine d'in situ, c'est le cœur du projet. En fait, pendant la semaine in situ, on a géré, moi ainsi que 3 de mes collègues, le service dans son intégralité entre pairs sur un poste du matin. Donc cette semaine-là, elle était, pour nous, elle était intense, mais à la fin, on était fiers de l'avoir fait. Donc le premier jour, je me rappelle, on était très stressés. Je me rappelle, on est venu un quart d'heure avant la prise des fonctions. On a tout préparé. Et en fait, plus on faisait, plus on acheminait, enfin le stage, la semaine in situ avançait, plus en fait ce stress-là se dissipait et on arrivait à gagner en confiance. Et à la fin de cette semaine, on s'est rendu compte en fait que on pouvait gérer un service et on s'est rendu compte que dans les autres stages dits conventionnels, en fait, il y a différentes choses, on était épargnés. Par exemple, la gestion du téléphone, les transmissions avec les médecins, que ce soit aussi la gestion de la communication avec les familles, on était épargnés de tout ça. Et c'est des choses qu'on devra, en tant qu'infirmier, gérer au quotidien. Donc, après la semaine in situ, je reviens en fait. Après chaque poste, on faisait un débriefing quotidien avec les formateurs et les professionnels de terrain, en fait, pour voir comment ça s'est passé, quels sont les axes d'amélioration. Et ça nous a permis à chaque fois, à chaque jour, de rectifier certaines choses et de mieux gérer la journée d'après.
Et en fait, après la semaine in situ, on a eu 4 semaines de stage normal. Voilà. Donc, ce projet a été très très bénéfique pour nous, surtout que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il nous a permis de mieux gérer notre stress, malgré que là je suis un peu stressé, mais et ça se sent. Mais au niveau professionnel, j'ai vu en fait qu'entre le premier jour et le dernier jour de la gestion de l'Institut, j'avais évolué. Et par exemple, au niveau des transmissions orales, le premier jour, je tremblais, je ne savais pas aligner 2 mots, et je voyais qu'à la fin de l'Institut, j'arrivais à faire des transmissions complètes avec les médecins ainsi qu'avec l'équipe en toute aisance. Donc, ça nous a permis également d'avoir une vision réaliste de ce que c'est la responsabilité infirmière, car il y a certaines choses, comme je vous ai déjà dit, on n'était jamais confronté à ce genre de tâches. Donc, et aussi, ça nous a permis aussi de développer certaines connaissances et des compétences cliniques. Au niveau personnel, un gain de confiance. Je pense que le stage Institut, c'était un stage qui était l'avant-dernier, et j'avais pris confiance en moi dans le fait, dans mon dernier stage, j'ai réussi rapidement à prendre un service tout en entier et faire des transmissions, et je pense que ça c'était un gain de l'Institut. L'esprit de synthèse et de priorisation des tâches. Donc, pendant notre formation à l'IFSI, on apprend souvent à détailler même trop souvent, pour montrer qu'on sait, pour montrer aux autres qu'on a des connaissances. Cependant, dans les contraintes de gestion d'un service, dans des conditions réelles, il faut avoir un esprit de synthèse. Et dans ce stage-là, ça nous a permis en fait d'être confrontés à ça et de développer des compétences de synthèse, aller à l'essentiel. Donc, ça nous a permis aussi de développer une communication interpersonnelle renforcée, c'est-à-dire, en fait, ce stage, il était différent par rapport aux autres, dans le fait, en fait, que comme on faisait ça avec nos pairs, avec d'autres étudiants, on n'avait pas de problème de rôle et de statut. Bon, là, je pense que la plupart, vous êtes des cadres, mais vous n'avez pas ce problème entre vous. Mais nous, en fait, quand on faisait un stage avec un tuteur, on avait toujours peur de mal faire devant un tuteur. On ne pouvait pas communiquer avec un tuteur comme on communique avec un de nos pairs. Et du coup, en fait, ça nous a permis aussi de voir aussi notre posture et notre rôle au sein d'un groupe, de tester en fait notre place dans un groupe. Est-ce qu'on est leader? Donc je fais référence à ce que la précédente intervention. Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est soutenant? Est-ce qu'on est rassembleur dans un groupe? Et aussi, ça a consolidé notre projet professionnel. Moi, personnellement, j'avais le projet d'intégrer une unité de psychiatrie, et à la fin, j'ai réussi à intégrer une unité de psychiatrie, et ce projet a consolidé en fait mon envie. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler des défis rencontrés à chaque étape. Donc tout d'abord avant la semaine in situ. Donc pour ma part mon stage s'est déroulé en gérontopsychiatrie et c'était une première pour eux. Donc ils n'avaient jamais eu l'occasion d'accueillir ce projet dans leur service. Donc c'était nouveau. Ce qui est ressorti donc, des questionnements, c'était que certains soignants ont manifesté une difficulté à lâcher prise. Ils avaient leur routine, leurs habitudes, donc ils étaient vraiment dans le faire. Ils avaient du mal à nous laisser gérer, de part parce qu'on était des étudiants, et ils étaient plus à nous observer et à nous déléguer des tâches.
Pendant la semaine in situ, donc là c'était, comme l'a dit mon collègue, beaucoup de stress, parce que là on se dit on est seul à parler avec les médecins, à faire des transmissions, on ne doit pas se tromper. On devait aussi gérer les interruptions de tâches, l'organisation du temps et surtout prioriser les soins. Le sentiment qu'on a eu, c'était qu'on était beaucoup débordés face au mouvement patient. On pouvait avoir plusieurs admissions et sorties sur un poste. Après la semaine in situ, donc, c'était difficile de retourner à une posture d'étudiant, parce que certains soignants nous faisaient confiance en disant vous pouvez continuer à prendre en charge le service, alors que d'autres non, la semaine est terminée, donc là vous reprenez votre posture d'étudiant, il faut valider des compétences. Voilà, donc nous on a eu du mal un peu à trouver notre place, mais à la fin ça s'est super bien passé. Donc d'après vous, sur les 7 étudiants ayant participé au projet in situ en 2024, combien ont postulé à l'EPSAN? Alors 6 étudiants sur 7 ont postulé et ont été intégrés à l'EPSAN, soit un taux de recrutement de 86%. Donc, pour ma part, j'ai été recrutée à l'EPSAN. J'ai fait mon projet in situ en gérontopsychiatrie et j'ai voulu travailler en gérontopsychiatrie et j'y suis et je suis heureuse. Donc, donc, ça nous a vraiment facilité auprès des cadres pour le recrutement, parce que nous avions des arguments sur le fait que nous connaissions le service, l'organisation, et pour la future prise de poste, en fait, on n'a pas besoin d'être doublé. Vu qu'on a eu la chance de gérer un service, on a pu commencer sur une période de congé, et on le sait très bien que juillet et août, c'est compliqué pour doubler des nouveaux arrivants. L'environnement de travail devient plus serein, on est moins angoissé par la prise de poste en tant que nouveau diplômé. L'intégration à l'équipe se passe beaucoup mieux, et par rapport à l'équipe aussi, on est beaucoup mieux accueillis parce qu'ils se disent tiens, c'est une personne qui est apte à travailler de suite. Et donc, pour conclure, je suis très très fier d'avoir participé à ce projet et d'en faire la promotion aujourd'hui devant vous. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ce projet a représenté pour nous plus qu'un simple stage. C'était vraiment une opportunité de croissance professionnelle et personnelle. Donc un dépassement des schémas conventionnels, une approche en fait qui dépasse un peu les simples croix ou la course aux croix pour valider des compétences. Et donc, c'était pour nous une parenthèse dans la formation et une vraie expérience humaine. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, juste avant de clôturer notre intervention, on a une petite vidéo qu'on a réalisée juste à la fin du projet in situ. Ah, d'accord. OK. Donc, si vous avez des questions, on se fera plaisir d'y répondre. Voilà. Il y a des questions? Alors, il faut qu'on balade le micro, là. Il y a des questions, là-dedans. Qu'est-ce qui veut bien donner, là? Il y a des mains qui se sont levées. Merci, Christophe. Je sais pas. Bonjour, très intéressant votre projet. J'ai 2 questions. La première, c'est sur pourquoi après la fin de la 6e semaine, si on constate que c'est bon, les dernières semaines ne peuvent pas être dans le cadre de ce projet, c'est-à-dire la continuation, premièrement. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir l'étudiant qui n'a pas intégré du coup la structure et qui donc n'a pas pu démontrer qu'il était intégré dans cette nouvelle structure, il n'avait pas besoin de doublure.
Comment ça s'est passé dans la structure qu'il a choisie, lui, après ce retour-là? Alors pour répondre à votre première question, le projet in situ pour les étudiants est quand même relativement épuisant. Sur la première mouture, en 2020, on allait faire des débriefs tous les jours. C'est-à-dire qu'on passait presque 2 heures, donc il faisait 6h30, 14h, et à 14h, nous on arrivait, on faisait des débriefs, et ils étaient éreintés parce que souvent ils ne prennent pas de pause, parce qu'ils mettent du temps à trouver leur organisation. Donc on s'est dit, continuer ça sur une période plus longue, alors même si vous allez me dire, au bout de 3 semaines, ce serait peut-être plus rodé, mais ça prend vraiment du temps pour tout le monde, même si l'équipe reste en retrait. C'est quand même aussi vis-à-vis des patients, c'est aussi un gros chamboulement pour eux d'avoir des têtes certes connues, mais pas les professionnels qu'ils ont l'habitude de voir, parce qu'on est en UGPI et que la DMS est quand même relativement longue. Pour les médecins aussi, enfin voilà, c'était partie prenante pour tout le monde. Et on trouvait que les mettre encore 4 semaines, c'était quand même assez pesant, pour l'ensemble des partenaires en fait. Après, votre deuxième question, alors sur l'étudiant qui n'a pas postulé en psychiatrie, alors lui, ça lui a permis de voir que finalement, ce n'était pas son projet, donc c'était aussi positif, qui ne postule pas dans un établissement pour se dire au bout d'un mois, je suis en souffrance, c'est pas là que je veux travailler. Par contre, ça se passe bien, et tout ce qui est aspect organisationnel, priorisation, la prise de confiance en lui, finalement, il se disait, tout ce que j'ai intégré sur ce projet-là, je peux largement le mettre à contribution ailleurs, dans un autre établissement, et c'est ce qu'il a fait. Oui, bonjour. Virginie, je suis formatrice à l'IFSI Pontarlier. Je ne vous vois pas, mais je ne sais pas où vous êtes. Voilà, je suis ok, d'accord. Je voudrais vous poser 3 questions. Je voudrais savoir quel est le type d'étudiant qu'on sélectionne. Que vous sélectionnez. Je voudrais savoir aussi quels critères vous utilisez pour faire les débriefings avec les étudiants, si vous vous attachez aux compétences attendues sur les feuilles de stage, et puis comment vous accompagnez les équipes de professionnels, en sachant déjà qu'avec les tuteurs, ça peut être un petit peu compliqué, tout ça. Je vous remercie. Alors, pour la sélection des étudiants, donc on présente le projet in situ déjà en semestre 4. Pour leur donner un petit peu un aperçu. Et en semestre 5, ils doivent vraiment formuler des vœux. Et dans ces vœux, ils doivent nous faire une lettre de motivation pour savoir pourquoi exactement ils veulent postuler sur ce projet. Généralement, on a à peu près le nombre de candidatures voulues, maintenant qu'on a 8 places ouvertes par rapport au nombre d'étudiants qui veulent intégrer. Après, au niveau des critères, alors leur objectif étant de travailler en psychiatrie, ça c'en est un de critères. La validation des unités d'enseignement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément un bon critère de sélection. Par contre, on leur dit que la 2.6 doit être quand même un petit peu retravaillée avant de partir en stage, la pharmaco, enfin voilà, tout ce qui est mis par rapport à la psychiatrie. Mais on se rend compte, c'est ce qu'on discutait justement un petit peu en aparté tout à l'heure, que les étudiants qui sont très bons au niveau théorique ne sont pas forcément les mieux et ceux qui se sentent le mieux sur le projet in situ. Et des étudiants qui sont en grande difficulté théorique, qui se sont vraiment révélés là sur les 5 années sur ce projet et en qui vraiment le projet a redonné confiance. Donc, alors bien sûr, quelqu'un qui est très en difficulté, qui a une posture inadaptée, voilà, bon, après on sélectionne quand même, mais il faut vraiment que le profil de l'étudiant soit catastrophique pour qu'il ne puisse pas intégrer le projet. Le projet, la sélection, c'est le référent de suivi pédagogique qui décide. Après, ça se décide aussi en réunion d'équipe, mais c'est quand même le référent qui connaît le mieux l'étudiant. Alors votre deuxième question, c'était par rapport... Les critères pour le débriefing. On n'utilise pas du tout la grille des compétences. L'objectif, c'est vraiment de se détacher un petit peu de cette course aux croix. C'est vraiment ce que disait Nassim. On fait vraiment, déjà, exprimer leur ressenti à chaud comme ça. Comment ils se sentent là, à 14h, après avoir fait 7h30 en autonomie à 4 novices dans un secteur de soins. Et puis après, on essaie de creuser un petit peu, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, pourquoi et comment demain je peux mieux faire pour m'améliorer moi en tant qu'individu, mais aussi au niveau du collectif, parce qu'on les fait réfléchir individuellement, mais aussi au niveau collectif, puisqu'ils travaillent en équipe, et en équipe de pairs, de novices. Et votre troisième question, c'était...
par rapport... D'accompagner l'équipe des professionnels. L'équipe des professionnels, alors c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment un projet qu'on a pris, où les cadres de terrain, alors sur la première mouture in situ, la cadre de terrain, une IDE qui était issue de notre institut de formation, était ultra motivée. Et il fallait que le cadre porte ce projet, parce que sinon c'est clair que si le cadre n'y croit pas, l'équipe n'y croira pas. Au début, les professionnels de terrain ont cette tendance à vouloir surprotéger un petit peu les étudiants, à être vraiment trop derrière eux. Il a fallu à plusieurs reprises que le cadre intervienne et dise non mais là ils sont en semaine in situ, tu les laisses se débrouiller, tu n'es là qu'en vraiment secours s'ils ont besoin d'aide, ou si vraiment l'étudiant ne se rend pas compte qu'il a besoin d'aide, bien sûr que le professionnel doit intervenir. Mais ça a donné lieu à plusieurs réunions. Alors maintenant, c'est les mêmes équipes qui font in situ, donc qui savent. Plusieurs réunions avec l'équipe paramédicale, avec l'équipe médicale aussi, avec l'équipe de sécurité, avec l'équipe informatique pour laisser l'accès aussi aux étudiants pour qu'ils puissent valider les traitements, puisqu'ils n'avaient pas accès pour valider les traitements. Donc il fallait quand même que l'IDE soit derrière, donc ça perdait un petit peu de sens. Donc clairement, c'est vraiment un projet de l'institut de formation, mais de tout l'établissement support. Mais qui a demandé beaucoup de réunions en amont. On est bien d'accord. Encore une question? Alors, bonjour. Donc, j'ai récupéré le micro. Donc, moi, je suis Nathalie Benoît. Je suis formatrice à l'Institut de formation du CHU de Nîmes. Et alors, vous avez, je pense, répondu un petit peu à ma question. Comment vous avez choisi ce service de gérontopsie? Alors, vous avez fait état de la motivation de l'encadrement, mais il y avait peut-être d'autres critères. Oui. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez réfléchi à un déploiement sur d'autres secteurs d'activité, vu la réussite du projet? Alors, l'unité de gérontopsychiatrie a été choisie justement parce que la DMS est assez longue, parce qu'il n'y a pas de chambre d'isolement, parce qu'il y a plus de somatique aussi que dans d'autres unités de psychiatrie. Donc c'était vraiment un souhait de ne pas mettre les étudiants en difficulté non plus sur le terrain, quoi. Ça, c'est clair. Après, dans d'autres secteurs, alors nous, là, on a une direction des soins qui nous suit dans l'établissement support. En soins généraux, je pense que ce serait réalisable, mais... Alors après, moi, je n'ai pas d'expérience professionnelle en psychiatrie, donc je ne vais pas m'avancer sur... Mais en étant en soins généraux, je pense que c'est plus compliqué à mettre en place, du fait de peut-être des prises en charge un peu plus complexes, et d'une durée moyenne de séjour pour la plupart des services assez intense, surtout aujourd'hui, avec les hébergements, enfin avec toutes les difficultés qu'on connaît, quoi. Après, à voir, hein, ça peut se faire, mais je pense, à mon sens, ce serait beaucoup plus compliqué. Merci. Bonjour. On va prendre une dernière question ici. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Laetitia Bru, je suis formatrice dans un IFCS. Déjà, merci pour cette présentation et ce partage qui est assez inspirant. Et je voulais vous poser la question par rapport aux patients. Comment ce projet il a été amené aux différents patients que du coup les étudiants allaient prendre en charge? Et est-ce que vous... anciens étudiants, du coup, maintenant, comment vous avez senti cette relation? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans la relation que vous pouviez avoir avec les patients entre le moment où vous étiez étudiant pur et simple et celui où vous avez pris finalement les responsabilités pleinement d'infirmier? Merci pour cette question. En fait, les patients, on ne les a pas informés en avant de ce projet et de ce changement. Cependant, dans une unité de psychiatrie, en fait, les patients sont ultra sensibles. Ils ont senti qu'il y avait un petit changement. Alors, à notre niveau, ils étaient super compréhensifs. Et même, des fois, ils arrivaient eux-mêmes à différer certaines demandes quand ils nous voyaient un peu stressés ou un peu dépassés. Donc, ils étaient empathiques de notre... C'est eux qui étaient empathiques envers nous. Mais globalement avec tous les patients, nous n'avons pas ressenti de gros changements au niveau de la prise en charge. Cependant, il y a juste une petite anecdote, je pense que ma collègue en parlera mieux que moi. Alors, moi, en gérontopsychiatrie, on a informé les patients en amont. Et comme l'a dit mon collègue, ils étaient très empathiques envers nous, ils nous ont beaucoup aidés. Ceux qui n'étaient pas très autonomes sont devenus autonomes pour essayer de nous faciliter un peu le matin. Et
l'anecdote, c'est qu'on avait un patient qui n'a pas vraiment compris, on va dire, le but de ce projet et qui pensait qu'en fait, nous, les 4 étudiants, on allait remplacer les soignants. Et donc, le jeudi, le dernier jour, il a appelé sa femme en disant bah, « va y avoir une grande fête, il faut ramener de quoi manger ». Et donc, c'était notre dernier jour de ce projet. Et pour lui, c'était la passation de pouvoir entre nous, les étudiants et les soignants. Et donc, sa femme arrive à 13h30 avec 2 cabas remplis de plein de choses à manger, en pensant qu'il allait vraiment avoir une fête. Donc, là aussi, on s'est dit, est-ce vraiment utile d'informer les patients en amont, surtout chez la personne âgée, chez qui certains ont des pathologies pas que psychiatriques, plutôt des maladies neuro-évolutives. Voilà. Merci beaucoup.